Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions dans votre émission Bien-être et vous. Salut les amis, salut Fouad, salut Pascal, on se retrouve... Salut, vous deux, comment allez-vous? Ça va? Bien, très bien. En pleine forme comme d'habitude. Bonjour aux auditeurs, auditrices. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Fouad, aujourd'hui on a une émission particulière puisqu'on a des invités quand même, faut le dire, qui viennent de loin, qui font des kilomètres pour venir partager avec vous leur savoir-faire, leur savoir-être. Et là, encore une fois, un invité qu'on est ravi de recevoir, en fait. Oui, qui a fait 2 heures de route pour venir nous voir. Et pour aborder un sujet, moi, qui me passionne tout particulièrement. Qui nous passionne. Qui va vous passionner. C'est sûr. Aujourd'hui, ça va être sous le signe de la passion, cette émission. Et une passion qui va traverser les époques, les âges, les générations. Aussi. Et l'invité que nous recevons aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, quelqu'un que je connais très bien, car c'est un confrère et un ami. Il s'agit de Gaël. Salut Gaël. Bonjour Fouad, bonjour Michel. Salut Gaël. Alors Gaël, on se connaît depuis quelques années maintenant, hein. Alors oui. C'est pour être complètement transparent, tu es confrère. Au départ, on s'est rencontrés lors de formations de microkiné, car tu Exactement. Donc tu es kinésithérapeute de formation. Tout à fait. Spécialisé en microkiné entre autres. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de ta passion et qui nous passionne tous, qui est le transgénérationnel. Transgénérationnel. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Le transgénérationnel. Alors rien de sexuel déjà. Non déjà. Pascal, calme-toi. Je vous rappelle qu'il a toujours sa souris oui, rose. Alors aujourd'hui il a de nouveau 2 souris. Alors il fonctionne avec 2 souris. Alors je sais pas comment il fait. Il a sa table de mixage. Alors déjà c'est son instrument de prédilection. Enfin un de ses instruments de prédilection. Et il a 2 souris. Il a une souris noire classique, une souris rose poudrée. Et un stabilo rose. C'est fait pour aller avec la couleur de son teint. De son teint, mais je suspecte de ses sous-vêtements. Mais ça, c'est un autre débat. Ça ne nous regarde pas. Sous-vêtements qu'il n'a pas d'ailleurs. Puisque vous ne le savez pas, mais Pascal fait toujours les émissions nues. C'est le sens de l'accueil. Oui, c'est ça. Pour nos invités. Gaël, tu te sens bien accueilli? Oui, en plus, il a gardé ses chaussettes, alors ça va bien. Rose. En tout cas, peut-être un jour aurons-nous l'explication, peut-être même dans le transgénérationnel, de pourquoi Pascal a cette compulsion de se déshabiller dès qu'il rencontre quelqu'un. Ça peut être une bonne question et ça peut être intéressant pour lui de savoir ou pas d'ailleurs. Peut-être ça convient. Peut-être qu'il ne voudra pas savoir. En tout cas, nous, Gaël, on va peut-être s'engouffrer dans la brèche. Et est-ce que tu peux nous... Celle de Pascal en tout cas. Est-ce que Gaël, tu veux bien nous raconter ton parcours hors brèche? Oui, je sais pas trop comment le dire maintenant après tout ça, mais eh bien, comme tu l'as présenté tout à l'heure, moi j'ai commencé par un parcours classique de kinésithérapeute. J'ai vite été un peu limité dans ce que je pouvais faire. Je voyais bien qu'il existait d'autres choses. J'avais la chance de connaître des personnes comme Emmanuel Corbel, que tu connais également, qui m'a orienté vers d'abord la microkiné. Donc j'ai fait microkiné. On s'est rencontrés à cette occasion-là, il y a quelques années. J'ai poursuivi mon parcours avec la lecture biologique, et puis tout un tas de formations autour de ça, plus ou moins longues, que j'ai intégrées à ma pratique quotidienne. Aujourd'hui, je ne saurais pas comment décrire ce que je fais. Je fais du Gaël, va-t-on dire, où je mélange un petit peu toutes ces techniques. Et au cours de mes séances, je me rendais bien compte que on avait un petit peu appris ce qui se passait avec nos ancêtres, etc. Notamment, on l'aborde en microkiné. Oui, en microkiné, on nous apprenait qu'il pouvait y avoir un impact des générations avant nous sur notre corps, en fait. Voilà. Exactement. Comme si on nous transmettait quelque chose, mais je trouvais que toutes les cartes qu'on nous donnait en micro étaient assez pauvres, finalement. En tout cas, moi, il me manquait quelque chose par rapport à ces cartes. Ça me donnait une porte qui était ouverte, mais je savais pas trop quoi en faire. Et du coup, à partir de là, je me suis mis à faire mes recherches et à développer ce côté transgé qui a été un complément extraordinaire. Donc tu es en train de nous dire, comme beaucoup d'invités que nous recevons, à un moment donné, tu t'es posé des questions,
tu ne trouvais pas les réponses à tes questions. Tu étais passionné par l'aide, par apporter de l'aide et du mieux-être à tes patients. Et tu t'es dit, bon, j'ai pas les réponses, alors je vais chercher. C'est ça? Exactement. Et là, t'es tombé dans la marmite. Je suis tombé dans la marmite. J'ai ce défaut ou cette qualité, j'en sais rien, d'être un hyper performant. Donc je n'aime pas ne pas avoir la réponse. Alors c'est prenant, mais c'est passionnant aussi. Donc quand j'ai un sujet, j'y vais. Et donc je suis allé dans le transgé et c'était vraiment sympa. D'accord. Alors le transgénérationnel, comment on pourrait le définir? Comment on va le définir? Le transgénérationnel, Alors déjà peut-être l'étymologie. Trans, c'est à travers. c'est qui traverse. Voilà, qui traverse, à travers, et les générations. Donc c'est ce qui passe à travers les générations. Donc quand on parle de génération, on parle de la famille, Exactement. la famille de l'arbre généalogique, c'est Tout ça? à fait. On parle du clan, en fait. Ah, du clan. La plupart du temps, ça va être décrit avec la famille de sang, on va dire, mais certaines personnes qui ne vont pas être forcément du même sang vont pouvoir quand même être concernées par ces éléments transgénérationnels. Le clan, tu peux nous parler du clan? Pourquoi le clan il est important pour nous humains? Le clan, il est capital pour nous humains. Le clan, Capital. ouais. On est construit autour de quelque chose, on est construit autour de la survie. On est fait pour survivre. On est fait pour gagner du temps de survie. D'ailleurs, on fait des enfants, c'est quelque part pour avoir une partie de nous qui survit, au moins une partie de nos gènes. Ouais, on peut rappeler les instincts de survie, hein, boire, Clairement. manger, dormir et Pascal se reproduire. Et le rose. Et le rose. Et du coup, à partir de cet élément, la survie, c'est là que tout va découler. C'est-à-dire que, prenons un exemple, un grand-père, il vit quelque chose de difficile, son environnement lui présente quelque chose, et lui, en fonction de cet environnement, il va trouver des solutions qui sont plus ou moins efficaces, mais c'est les meilleures solutions qu'il a trouvées en fonction des armes qu'il avait à ce moment-là, Pour assurer Sa sa survie. survie. pour gagner du temps de vie. Mhm. Exactement. Et si il n'a pas trouvé une véritable solution, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à régler ce problème d'environnement, il va avoir l'opportunité de transmettre ce mécanisme ou de transmettre cette arme à ses descendants. Si bien que les descendants, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., vont pouvoir bénéficier de cette arme. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que dans toutes les formations que j'ai pu faire, soit de psychogénéalogie, parce que c'est l'autre nom du transgénérationnel, on peut le trouver, il n'y a pas de différence, sauf le terme si on veut, on va nous parler souvent qu'on nous transmet la patate chaude. On nous transmet en fait la merde qu'on n'a pas réussi à régler. Et je suis pas du tout en accord avec ce point de vue. Je pense vraiment qu'on nous a transmis une solution et pas un problème. Une solution surtout à l'époque où elle a été mise en place. Exactement. Le Dans le problème, contexte de l'époque. tout à fait. Dans Par rapport à la l'environnement. mentalité et dans l'environnement et le système familial, social de Par rapport aux l'époque. armes qui étaient les miennes à ce moment-là. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que en fait, c'est un peu comme un comportement humain qui se met un peu en place. C'est-à-dire qu'au départ, on a un comportement qui est aidant au départ, qui est la seule solution qui est la nôtre, qui peut-être avec le temps va se reproduire, Copier-coller. qui finalement va devenir une souffrance dans le temps. Mais c'est pas pour autant que c'est de la merde qu'on a transmis, puisque au départ, il y avait bien une tentative, en tout cas de solution, qui était efficace puisqu'elle a été enregistrée par le cerveau dans tous les cas de figure. Donc c'était pas une patate chaude. Exactement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille. Je transmets ça plutôt pour une notion de survie, de solution, que de problème. Donc tu es en train de nous dire, Gaël, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne nous ont pas transmis des cadeaux empoisonnés, mais plutôt Absolument. des solutions de survie qui pouvaient être plus ou moins utiles pour eux à l'époque. Et comme il s'agissait de survie, ça s'est ancré. Alors il y a des mécanismes, il y a des lois que tu nous expliqueras certainement. Et ensuite on récupère cette arme-là, qui n'est peut-être plus efficace dans notre vécu actuel. Exactement. Peut-être que ça n'a même jamais été efficace. C'est juste que c'était la meilleure solution à ce moment-là, avec ce qu'ils connaissaient. Et évidemment, notre environnement, il change. Il faut voir que la transmission, ça existe depuis le début de la vie. Et certainement que le début de la vie, au moment où on était des êtres unicellulaires, la transmission se faisait sur peut-être du jour au lendemain, sur quelques heures. La réplication était très rapide. Donc l'environnement, lui, ne changeait absolument pas. Mais c'est le même mécanisme qu'on a conservé.
Peut-être qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs que nous sommes la résultante de toute l'histoire de l'évolution des espèces. Exactement. C'est un terme. On parle de phylogénèse. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Par rapport au transgé, ce qui est important de comprendre, c'est que, évidemment, quand je reçois un patient, je vais travailler avec son arbre à lui, son arbre généalogique, l'arbre de sa famille ou de son clan, comme on disait tout à l'heure. Mais cet arbre, c'est en fait une infime petite partie finale, terminale, du grand arbre de la vie, qui est, depuis le début de la vie sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, alors nous, jusqu'à l'humain, parce que moi je travaillais sur l'humain, mais jusqu'à n'importe quel être vivant sur cette planète. Et on a récupéré, au cours des millénaires, des tas de programmes qui existent depuis la nuit des temps, dont la reproduction qui sert à survivre. Des programmes qui impactent le fonctionnement de nos cellules, c'est ça? Tout à fait. Donc ce serait des mémoires cellulaires. Exactement. On ne sait pas trop encore aujourd'hui comment ça fonctionne, mais Non, ça pas fonctionne. pour tout. Ouais. Donc ce qui veut dire que quand une cellule, je sais pas, de peau, de cheveux se renouvelle, ça passe systématiquement par tous les stades de développement des premiers êtres unicellulaires, des êtres cellulaires sans noyau même, aux premiers êtres invertébrés, puis vertébrés, puis mammifères, puis tout ce qu'on veut, jusqu'à l'humain, c'est ça? C'est ça, toujours dans l'optique de la survie. Toujours dans cette optique-là. Donc De tout ce gagner qui du a temps. été développé en termes de stratégie de survie depuis la nuit des temps, dans tout ce qui est du monde du vivant, on l'a en programme en nous. Tout à fait. Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair. Et c'est exactement la même chose pour les animaux. Ils se sont adaptés aux conditions climatiques, aux changements, etc., etc. Tout comme nous, on s'est adapté en fait à notre environnement, et tout comme on s'adapte en permanence finalement. À tout. Et ceux qui ne sont pas adaptés, ils ne sont plus là. Exactement. C'est le principe. C'est une marche pour les végétaux, pour tout le vivant en fait. Les amis, vous qui nous écoutez, vous avez tout intérêt constamment à vous adapter. Arrêtez de râler, de taper des pieds, de dire que c'est pas normal, que c'est pas juste, que ça ne se fait pas. On s'en fout. Adaptez-vous. Depuis la nuit des temps, on demande à tout ce qui est vivant sur cette terre de s'adapter. Et ça fait partie du fonctionnement basique de la vie. Il n'y a pas de bon ni de mauvais, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste une capacité de s'adapter et j'ai envie de dire de rester dans Regarde, de l'énergie d'amour. un peu Si comme on prend un truc simple, nous on s'adapte à Pascal lorsqu'il arrive et qu'il se déshabille. On ne le juge pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. ça. Je vois tout à fait. Et j'avoue Tu que vois c'est pas facile. Bah, ouais, mais pour autant, regarde, toi aussi finalement tu t'adaptes, et au bout d'un moment on le voit même plus. Ouais. Juste ses chaussettes. Elle dénote Oui, avec le reste. ça dépend des semaines, parce qu'il y a des semaines où elles sont plus ou moins discrètes. Mais bon, après, mais on s'adapte. Bon, vous l'aurez compris, l'humour est une arme transmise de génération en génération chez nous. Chez Maxi Top Radio. C'est notre marque. Mais il n'y a de pas que fabrique. ça. Hein. Alors, reprenons un peu nos moutons. Donc là, on était dans la phylogénèse, tous les programmes du développement du règne du vivant, de ses cellules, etc. Et donc, nous portons ces programmes en nous. Aujourd'hui, l'être que je suis aujourd'hui, je ne suis que la résultante de mon arbre généalogique à moi, mais également du grand arbre de la vie. Exactement. Finalement, je ne suis qu'un petit maillon d'une chaîne qui est interminable, quoi. Oui, après nous on est anthropocentré, on va se centrer sur nous-mêmes en permanence. La vie, elle ne va pas se centrer sur une personne. Elle va se centrer sur toute la chaîne, sur toute une branche, on pourrait dire, du coup. Alors moi je te connais bien, je sais que tu es passionné par l'arbre, Mhm. par l'arbre, vraiment même le végétal Le et végétal, même le dessin. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on observe un arbre, on comprend mieux ça. Il faut s'imaginer que nous sommes, aujourd'hui on a les arbres qui ont fleuri, c'est le printemps, nous sommes comme quoi, un petit bourgeon sur un arbre majestueux. Oui, c'est Et, ça. et tout notre monde tourne autour de ce bourgeon. Exactement. On Mais oublie qu'avant ce bourgeon, il y avait déjà le tronc. il y a des et branches. que il y a l'arbre, des- il fait il y a- pas, l'arbre, il va pas vivre pour faire des bourgeons. Il va faire des bourgeons pour continuer à vivre. C'est ça qui est important de comprendre. Très belle image. Ça veut dire que c'est le centre du monde. Alors, bien sûr, je vais toujours dire à mes patients que le centre du monde, c'est eux. Et c'est important d'être au centre de leur histoire. Mais quand on s'adresse à l'arbre,
il faut avoir un point de vue beaucoup plus large. En fait, c'est vraiment une notion de dézoomer l'histoire pour voir quel comportement, ça peut aller même dans certaines pathologies, des douleurs, appartiennent à l'arbre ou pas. Attention, tout n'appartient pas à l'arbre, évidemment. Et ça, c'est aussi important. Quand on commence à rentrer dans des pratiques comme celle-là, on va tellement zoomer qu'on va croire que tout est dans l'arbre et on va voir qu'avec cette perspective-là ou que ce prisme-là, c'est absolument pas vrai. En tout cas, on n'a pas besoin apparemment de dézoomer bien loin, parce que parfois on remonte en quoi 3 générations 2, Oui. 3 Souvent, quand on remonte déjà chez les arrière-grands-parents, on a déjà beaucoup d'informations. Je sais que tu nous expliqueras plus tard tout ce qu'on peut regarder, tout ce qu'on peut trouver dans un arbre. Mais avant de parler de tout ça, moi ça me tenait à cœur qu'on explique un peu peut-être vraiment de manière résumée les mécanismes peut-être de transmission et notamment cette nouvelle branche de la médecine qu'on appelle l'épigénétique. Ouais. L'avantage de l'épigénétique, c'est que déjà c'est dans un essor énorme, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, ceux qui pouvaient parler de ça étaient ridicules, et aujourd'hui, comme toutes les idées ridicules, enfin pas toutes les idées ridicules, comme beaucoup de belles idées, c'était ridicule au départ. Aujourd'hui, c'est quand même une branche très très importante, c'est-à-dire que quand on a découvert l'ADN dans les années 50, avec Watson et Crick en 53, il me semble, on s'est tout de suite dit qu'on allait tout découvrir. Il suffisait juste de décoder l'ADN, et à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de secret pour la vie. Ça serait assez simple. Donc c'était la course au génome, c'est-à-dire qu'on essayait d'avoir une carte géographique du génome de chaque individu pour essayer de deviner presque son avenir, les pathologies qu'il allait peut-être rencontrer dans sa vie, etc. Tout à fait. Et donc là, ils ont investi des milliards là-dedans, dans cette course folle. Ils ont investi énormément. Dès le départ, ils se sont dit, on va trouver chez l'homme à peu près 140 000 gènes, ça va être très simple, il y a tant de protéines, tant de choses à décoder, donc ça va être à peu près 140 000. Assez vite, ce nombre a chuté. Et aujourd'hui, c'est seulement décodé depuis très peu de temps. Et en fait, il y a à peu près 23 à 24 000 gènes. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup moins. Ça veut dire qu'au départ, il y a quelque chose qu'on n'avait absolument pas compris. Et ce qu'on n'avait pas compris, c'est que un même gène va pouvoir coder pour plusieurs choses à la fois. Un peu comme des lettres d'un alphabet, selon l'ordre dans lequel on met les lettres, fait des mots différents. Exactement, c'est une belle image, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est hyper important, parce que ça veut dire que l'ADN n'est pas aussi déterminant qu'on le croyait. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un gène qu'on va l'exprimer forcément de cette manière-là. Et c'est là qu'est intervenu l'épigénétique. Épi, ça veut dire au-dessus de, donc c'est ce qui est au-dessus de la génétique. L'épigénétique, si vous voulez, c'est la façon dont on va lire le gène. Si demain vous voulez faire des crêpes, alors Fouette, tu vas prendre ta recette sur ton beau bouquin, tu vas lire. Mais j'ai la recette dans ma tête. T'as la recette dans ta tête. Ok. Alors. Transmise par ma grand-mère. Par ta grand-mère. Ouais. Alors, oui. Elle met quoi dedans? Alors, elle met du lait, des œufs, du sucre, pas de bière. Certains vont mettre du rhum, certains vont mettre, je ne sais pas, autre chose, du sucre vanillé, etc. Et donc, ce qui est important, même si on a les mêmes éléments de départ, la façon dont on va le faire, la façon dont on va le cuire, eh bien, on va avoir un résultat qui va être différent. C'est ça l'épigénétique. Le gène, ça va être le livre de la recette. Celui-là, par exemple, on va pouvoir partager le même livre, ça sera exactement la même chose. En revanche, on va pas faire exactement la même recette au final. On va pas décoder de la même façon la recette. Exactement, parce qu'on va la lire différemment. Et donc le résultat, il sera différent. C'est vrai que moi j'ai déjà mangé des crêpes d'un dyslexique. Il y avait un petit goût différent derrière. Bien évidemment, c'est une blague. Je vous embrasse à tous les dyslexiques qui nous écoutent. C'est un peu comme les crêpes de Pascal. Je suis toujours un goût différent. Des crêpes roses. Tu nous mets l'eau à la bouche, Gaël, et donc ces gènes qui sont comme un alphabet. Oui. On peut mettre les lettres dans l'ordre qu'on veut, et alors c'est encore plus fascinant, c'est que selon la langue, notre langue maternelle, on a le même alphabet, mais on n'a pas du tout les mêmes mots, les mêmes. On va parfois ne même pas reconnaître un mot parce que c'est pas notre langue maternelle. Oui.
Et donc, une fois que ces scientifiques ont investi des millions, voire des milliards de dollars, etc., dans la constitution de génomes, ils se rendent compte finalement que c'est plus compliqué que ça. Moi, je me souviens d'articles que j'avais lus, où, notamment quand ils ont commencé à étudier le génome des jumeaux, ils ont vite déchanté, parce qu'ils se sont dit, ben mince, les jumeaux ont le même génome, les vrais jumeaux ont le même génome, et pourtant ils développent pas du tout les mêmes pathologies, les mêmes fragilités. Alors, c'est d'autant plus particulier que chez le jumeau, très souvent, ils vont avoir un environnement qui va être similaire. Donc on pourrait se dire, comme c'est le même environnement, ben on va avoir, même si c'est l'expression du gène qui dépend de l'environnement, on va avoir la même réponse. Sauf que c'est l'environnement évidemment, mais c'est comment la personne va vivre cet environnement qui est important. Donc encore une fois, comme d'habitude, le ressenti. Exactement. Et c'est ça qui est important. L'impact de l'environnement va beaucoup changer en fonction de comment on le vit. Et on peut aller tous les 3, tous les 4 à un spectacle et on ne racontera peut-être pas la même chose à la fin. Et ce qui est le plus intéressant dans l'épigénétique, et ce pourquoi ces thérapies-là vont pouvoir avoir un impact, c'est que c'est un mécanisme qui est réversible. Ah, donc ça veut dire que contrairement à ce qu'on pensait au début, tout n'est pas inscrit comme dans du marbre dans le génome. Exactement. Les gènes peuvent Alors, s'exprimer ou non. c'est ça. Le gène, lui, ne changera pas. Ça, le génome, à moins de certaines radiations, cas extrêmes, etc., il ne va pas changer. En revanche, la façon dont on va le lire, l'épigénétique, ça va changer. Il y a eu une expérience, je crois que c'était en 2014, mais je ne veux pas vous dire des bêtises, qui a été faite sur des souris, mâles uniquement, et on leur a fait subir des décharges électriques. On est très sympa avec les souris dans les expériences. Au contact de l'odeur de la fleur de cerisier. Très rapidement, ils ont appris qu'il y avait un danger quand il y avait cette odeur-là qui arrivait. Donc on a créé un conditionnement. Exactement. On a créé un conditionnement de peur. Et on a étudié l'axe cortico-surrénalien. Et on a retrouvé qu'il y avait des modifications épigénétiques. Alors c'est un peu compliqué, c'est des méthylations, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais notamment sur les cellules au niveau du spermogramme et les cellules d'une certaine partie du cerveau. Du cerveau qui est là pour la notion de danger. Ça, c'était intéressant. Mais ensuite, on a étudié les 2 générations qui suivaient. Et on a retrouvé exactement la même chose pour les 2 autres générations. Même si elles n'étaient pas en contact. Oui, parce que de ce conditionnement. dans l'expérience, il regarde la différence entre les descendantes des souris qui avaient été traumatisées ou conditionnées, Tout à fait. avec un groupe témoin de nouvelles souris qui ne connaissaient rien du tout, qui n'avaient jamais été exposées. Les descendants n'ont jamais été exposés, eux. Mais ils avaient toujours peur, ils avaient toujours la différence, enfin la modification épigénétique était présente, et la peur de l'odeur de la fleur de cerisier était toujours présente. Donc ils avaient la mémoire Exactement. d'un événement qu'ils n'avaient pas, que la n'avaient souris pas vécu. n'avait pas vécu elle-même. On leur a transmis. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'était des souris mâles, et donc que ces souris n'ont jamais été en contact avec leurs parents. C'est-à-dire que les descendants n'ont jamais été en contact avec leur père. Ah oui. Donc le père n'a même pas pu transmettre Oui. un comportement. Effectivement. D'accord ? Donc ça veut dire que ça ne se passe pas par la transmission, on va dire, Physique. Oral, orale, visuelle, comportementale. olfactive, etc. Voilà, ça se fait autrement. Ça se fait de manière génétique, parce que Exactement. ce sont des programmes qu'on se transmet. Génétique, c'est de l'ADN, hein, c'est 4 Ouais. nucléotides. C'est que 4 nucléotides qui codent de manière différente selon l'ordre, etc. à TCG. C'est fascinant. Donc aujourd'hui, on fait de plus en plus d'expériences sur les animaux, alors malheureusement beaucoup les souris, qui tendent à prouver que l'épigénétique, c'est pas un truc ésotérique, quoi. Ah non, c'est tout à fait, on le retrouve concrètement dans le gène, enfin autour du gène. L'épigénétique va être là pour dire on lit cette partie et on ne lit pas cette partie. Ça va ouvrir, il faut imaginer le gène, non pas comme une double hélice comme on nous la représente à l'école, c'est une double hélice, mais complètement enroulée dans une pelote de laine. Et donc tout n'est pas accessible à la lecture. Et donc pour pouvoir être accessible, il faut qu'il y ait des protéines qui se fixent dessus depuis l'extérieur, et c'est ça l'épigénétique. C'est est-ce que cette protéine va se fixer pour ouvrir le brin, ou est-ce qu'elle va se fixer pour fermer le brin. Et donc pour pouvoir
lire cette partie ou ne pas lire cette partie. Ouais, c'est un peu technique. Il y a l'ARN messager, il y a Ouais. des protéines qui ouvrent Ça ou qui rend ferment, beaucoup technique. la méthylation ou la... Exactement. Je sais plus trop le terme. Mais oui, c'est un peu technique. Mais en tout cas, la médecine, la science aujourd'hui est en train de prouver finalement ce qu'on avait toujours senti en intuition. Exactement. Et ce qui est passionnant dans l'expérience des souris, c'est que la 3e génération, on les a reconditionnés à ne plus avoir peur, c'est-à-dire qu'on leur redonnait une récompense quand on leur présentait l'odeur de la fleur de cerisier, et la méthylation, enfin le changement épigénétique, a disparu à la génération d'après. Ça veut dire que c'est réversible, et c'est ça qui est capital. Donc les amis, vous qui nous écoutez chez vous, en voiture, au travail, si vous avez l'impression qu'il y a des fatalités dans vos familles, des phobies, des pathologies, des angoisses, des espèces de malédictions comme je peux entendre bien souvent, tout est absolument réversible. Et nous allons aborder tout ça juste après, Michel. Une petite page musicale. Ah oui, à tout de suite. Oh, I'm such a loser. How'd I ever lose her? Oh, maybe I must have been out of my mind. Now I am a loser. Why'd I have to lose her? I'll never recover, I'll never be fine. 'Cause I just might get a little too drunk, so I won't think about us. I don't think about what we could have been. And I stay up like 3 or 4 nights, so I won't dream about us. I wake up with no luck, I just can't win. I should've seen it all along. She was the one in a million. It hurts whenever someone says her name. When we were going off and on, I guess I really played it wrong. I should've never let her slip away. Oh, I'm such a loser. How'd I ever lose her? Oh, maybe I must have been out of my mind. Now I am a loser. Why'd I have to lose her? I'll never recover, I'll never be fine. 'Cause I just might been a little too gone when she needed somebody up against her body at 2 a.m. Yeah, now I keep lying to myself and she's just joking probably. She's joking probably. She'll probably call me and we'll be us again. I should have seen it all along. She was the one in a million. Now she's in love and I'm in second place. Oh, I'm such a loser. How'd I ever lose her? Oh, maybe I must have been out of my mind. Now I am a loser. Why'd I have to lose her? I'll never recover, I'll never be fine. 'Cause I'm on my mind. I'm on my mind. I'm on my mind. I say I'm on my mind. I'm on my mind. Tell me God is real. Do you think about me still? Or am I living for nothing? Don't know where it went wrong, but I'll just take the hint. It's gonna take some adjusting. Oh, I'm such a loser. How'd I ever lose her? Oh, baby, I must have been out of my mind. Now I am a loser. I'll have to lose her. I'll never recover. I'll never be fine. 'Cause I am a loser. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Avec l'intervention de leurs invités, Fouad et Michel mettront en lumière diverses approches thérapeutiques. Ah, merci Pascal pour cette petite page musicale, ça fait toujours du bien. C'est Alors, toujours agréable un peu de musique. Gaël nous a parlé d'expériences fascinantes sur les souris. Je sais pas si t'as remarqué, Pascal, pendant la pause musicale, il parlait à sa souris rose. Ouais, mais je sais pas, tout à l'heure j'ai l'impression qu'elle était un peu collante.
Non, Je l'ai déjà démonté. Il y a rien d'épigénétique là-dessus. Hein. Ah, t'as démonté ta souris en fait. Et oui, j'ai fait des analyses sur la souris. Non mais on parle d'animaux, pas de souris. Ah, informatiques, d'accord. Pascal, Je pensais que c'était ma souris Ah. sur le petit tapis, là, tu vois. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Lui aussi, il fait des expériences sur les souris, mais bon, Écoute, ça, il- je crois pas que ce soit Non, des mais expériences légales. En tout cas, ce qui est génial, c'est que ça prouve qu'il s'intéresse à ce qu'on dit. Tu vois? Il fait pas juste acte de présence, tu vois. Je fais des Parle d'un enquêtes truc aussi et sur donc mon là, téléphone. c'est vrai, Voilà. voilà. Il prend beaucoup de notes, Pascal, pendant Oui, les non, mais émissions. après on blague avec lui, mais Ouais. pour le coup c'est vrai. Quand on fait les émissions, Pascal souvent il prend des notes, il s'intéresse beaucoup à ce Après, qu'on j'ai un fait. rapport à faire au président de la radio, vous comprenez? Donc, Ouais. comment que ça s'est passé? Est-ce que c'est intéressant? Et plein Ouais, de c'est choses. ça. Comme ça, si on aura du café ou pas la prochaine fois. Voilà. Comme ça, ouais, bah, l'accès aux toilettes. C'est important. Voilà, il faut le dire, c'est important. En même temps, s'il n'y a pas de café, t'as pas besoin d'aller aux toilettes. Donc le problème était résolu. C'est pas faux. Voilà. Et si c'est pas faux, c'est que peut-être forcément quelque part c'est un peu vrai. Alors de retour avec, Revenons à nos moutons. avec À nos Gaël. souris. Là, on était en train d'évoquer l'épigénétique, donc c'est finalement, parce que là on fait un résumé, c'est tellement complexe, c'est les modes un peu de transmission, donc on transmettrait des mémoires à travers les générations, via l'ADN, via des façons de coder ou pas, d'exprimer ou pas des gènes, et que ces mémoires-là, elles se transmettent aussi bien chez les humains que chez les animaux, et ce ne sont en aucun cas des mémoires négatives, ni des cadeaux empoisonnés transmis par nos aïeux. À la base, ce sont des mécanismes, des clés de survie. Exactement. C'est un bon résumé. Donc nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous font un cadeau à la base. Ils ont une volonté de nous aider à mieux survivre. Arrêtez d'en vouloir à vos aïeux. C'est exactement ça. C'est un peu comme nous, avec nos enfants, des fois, on a l'impression de passer pour les mauvais parents parce qu'on les laisse pas faire ceci ou pas faire cela. Et en fait, on le fait. C'est un acte d'amour en fait en soi. Et cette transmission-là, c'est aussi un acte d'amour finalement. On te transmet une arme et c'est très juste la façon dont tu le présentes. C'est je te transmets une arme pour te permettre d'évoluer et d'en faire quelque chose qui sera peut-être plus approprié à toi, mais en tout cas c'est un cadeau. Ouais, et bien souvent, si on n'a pas suffisamment conscience de la façon dont on traite nos enfants, on ne fait que répéter ce qu'on nous a transmis. Exactement. Alors Gaël, une fois qu'on a parlé un peu d'épigénétique, et si on commençait à parler de notre arbre? Moi j'ai eu la chance de t'écouter de nombreuses heures, parce que il faut dire à nos auditeurs que tu organises des séminaires passionnants, qui sont ouverts à tous, hein, pas qu'aux thérapeutes, À tout le monde. à tout le monde, et Oui. j'invite le plus grand nombre. Tous ceux qui nous écoutent souvent se posent des questions. J'aime la façon dont tu nommes ces gens. Toi tu dis que ce sont souvent des moutons noirs. Ah oui. C'est ça? Tout Est-ce que à tu fait. peux nous parler des moutons noirs? Parce que je suis persuadé qu'il y a plein de moutons noirs qui nous écoutent. Alors, le mouton noir, qu'est-ce que c'est? C'est une belle question. Déjà, si vous vous intéressez au transgé, vous avez des grandes chances d'être un mouton noir. Et c'est pas du tout une insulte, c'est, en tout cas depuis ma bouche, c'est plutôt positif. Si vous faites partie d'un clan, de n'importe quel clan d'ailleurs, hein, parce que vous avez, là on parle de votre clan familial, mais vous faites aussi partie du clan de votre patrie, vous faites partie du clan peut-être de votre club de sport, de votre travail. Eh bien, dans chaque clan que vous avez investi, vous allez vouloir être reconnu dans ce clan. Et pour pouvoir faire partie intégrante du clan, la loi, c'est de respecter des règles. Quel est l'intérêt de faire partie du clan? L'intérêt de faire partie du clan, c'est que on est des êtres humains, jusqu'à preuve du contraire, toi aussi. Il me semble, je suis Ouais. pas toujours sûr. Pascal, dans son entièreté, on peut vous le dire par contre. Hein. Et l'être humain est un animal qui vit en clan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout seul, un être humain, il va pas survivre très longtemps. Alors, évidemment, dans notre société, c'est un petit peu biaisé. Quoique, il faut s'en remettre. Il y a quelques millénaires où on pouvait vivre dans des conditions un peu plus hostiles qu'aujourd'hui et on avait besoin d'un clan pour survivre. L'être humain, il n'a pas vraiment des grandes griffes pour se battre, ni des grandes dents. Il n'est pas capable trop de se sauver parce qu'il court pas très vite. Bref, il est moyen partout. Et donc, il va avoir sa force par le clan. Et par son intelligence, parce qu'il va être capable de créer aussi des outils, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de faire partie d'un clan. Et pour faire partie d'un clan, il faut respecter les règles du clan. Donc à l'époque, parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes la résultante de toutes ces mémoires archaïques, Exactement. notamment dans notre cerveau reptilien, et qu'on a gardé la mémoire, qu'on le veuille ou non, que seul
on va pas loin. Tout à fait. Et qu'on a tout intérêt à faire partie d'un clan pour survivre. Oui. D'autant plus que les êtres humains, on a cette particularité de naître, entre guillemets, de façon prématurée. C'est-à-dire que l'évolution a fait que notre cerveau a grandi très rapidement, et la bipédie a fait que notre bassin, lui, a fait le chemin inverse, il a rétréci. On peut expliquer la bipédie, c'est le fait de marcher, Le fait de marcher sur deux jambes. pattes. De jambes. Ah, oui, Michel a des jambes. Lui. Jusqu'à preuve du contraire. Pascal, Donc cette rencontre de la taille de la tête et de la taille du bassin, à un moment donné, ça pouvait plus fonctionner. Donc, la solution de survie a été que on sort de façon prématurée. C'est-à-dire qu'un bébé humain, il est ultra dépendant de son clan pendant des mois. Contrairement à plein d'animaux qui, pouf, ils sortent du ventre de leur Exactement. maman, peuvent déjà commencer à marcher, à se nourrir. Voilà, vous avez certainement déjà vu des petits chats ou des petits chiens qui naissaient. Au bout de quelques jours, ils peuvent se déplacer, donc ils peuvent fuir, entre guillemets, attaquer. En tout cas, ils sont très très vite, beaucoup plus vite que l'humain, autonomes et indépendants. c'est encore plus vrai pour les animaux sauvages, en fait. Hein. Tout à fait. Et nous, on a besoin du clan pour survivre. Oui, on le voit d'ailleurs chez les tanguis. C'est À ça. 30 ans, ils savent toujours pas Tout se à débrouiller fait. tout seul. Ah oui, c'est vrai. Et en ce sens-là, l'être humain, il est très fragile et il a donc besoin d'un clan pour survivre. Ça vient là, l'esprit grégaire. Exactement. D'ailleurs, il y a des tas d'expériences qui ont été faites, je ne sais pas si on va développer là-dessus, mais qui ont été faites, qui sont assez impressionnantes sur l'esprit grégaire. Et souvent, on se dit, moi, j'aurais jamais fait ça. Et en vrai, c'est très faux. Ah oui, les Notamment- expériences où... Oui. Ouais. Vas-y, je t'écoute, c'est passionnant. Notamment, Fouette, tu la connais, cette expérience. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis pour une émission. C'est une salle d'attente d'un bureau médical. Et puis, tous les patients sont fictifs. Ils font tous partie de l'expérience, sauf une personne. Cette personne-là rentre dans la salle d'attente, qui est déjà pleine. Elle va à l'accueil, puis s'installe. Et au bout de quelques secondes, il y a un bip qui retentit. À ce moment-là, C'est passionnant. tous les gens dans la salle patients, d'attente. tous les gens dans la salle d'attente qui, eux, sont au courant de l'expérience, se lèvent quand le bip retentit. Et puis se rassoient. Puis se rassoit sagement. Sagement, comme si tout était normal. La personne qui, elle, ne fait pas partie de l'expérience, se pose quelques questions. Puis un deuxième bip retentit. Tout le monde se lève, puis se rassoit. Et la troisième fois, la personne qui est rentrée, va adopter le même comportement. Et puis, l'expérience se poursuit. Petit à petit, le médecin appelle tout le monde. Tout le monde passe tout le monde chacun passe. son Donc tour. tout le monde sort de la salle d'attente et il ne reste plus que celle qui est là et qui ne connaît pas l'astuce. Voilà. Elle continue alors que personne ne la regarde. Elle est seule dans la Elle salle est d'attente. seule il y a dans la le salle bip. d'attente. Le bip retentit. Elle se met debout et elle se rassoit. Là, quelqu'un d'autre qui ne connaît pas l'expérience entre et le même comportement va se répéter et répéter et répéter. Ad vitam aeternam. Et personne, de toutes les personnes qui rentrent, ne refuse de faire se monter debout au bip que tu retentis. Et bien sûr, quand je passe cette vidéo, la plupart des gens vont dire « Moi, je l'aurais jamais fait. » Si, je pense que la personne qui le fait pas, ça doit être très très rare. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'appartenir même à ce tout petit clan-là, qui est juste le clan d'une salle d'attente où probablement on les reverra jamais, ces gens-là. Donc c'est là que c'est très intéressant. Ça veut dire que ces comportements sont plus forts que nous. Exactement. C'est un peu comme l'expérience de Milgram ou d'autres expériences Oui. connues, où en fait, on pense, avec le recul, on regarde ça avec beaucoup de hauteur en se disant mais non, mais en fait si, on est piégé dans des comportements de survie. C'est un mécanisme qui est naturel dans notre cerveau. Bien souvent, on s'adapte à l'autre. Quand on regarde une conversation entre deux personnes et puis pour peu qu'on ait envie d'aller l'un vers l'autre, etc., il suffit de regarder simplement les postures physiques de ces gens-là. Et bien souvent, c'est bluffant. Parce que s'il y en a un qui a la jambe croisée, l'autre va l'avoir aussi, etc., etc. Ouais, le mimétisme. Ah ouais, C'est ce que complètement. font les enfants. Mais bien sûr. Et c'est même valable des fois pour le rythme cardiaque, qui s'adapte à l'autre. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, c'est ce que vous avez fait en adoptant les mêmes idées politiques que vos parents, vos Bien grands-parents, sûr. en faisant les mêmes recettes que mamie, en ayant les mêmes habitudes, parfois même ridicules, la façon dont on range les objets à la maison, etc. C'est une forme de loyauté, Gaël. C'est exactement ça. Donc pour revenir à notre fil du mouton noir, c'est une loyauté. C'est-à-dire que chaque clan va être défini par un nombre de règles à respecter.
Cependant, ces règles, parfois, elles sont plus du tout adaptées à l'environnement qui est présent. Pourtant, on va toujours les utiliser. Un exemple basique, je ne sais pas, une famille qui a connu la famine va faire des tas de réserves et on ne saura même pas pourquoi. Et on va aller dans la cave de notre grand-mère, elle va avoir 50 kilos de sucre, 30 kilos de farine, et elle vous dira tout le temps, on ne sait jamais. Bon, généralement, ces denrées sont perdues, mais voilà. C'est un comportement qui n'a plus sens. Et qui avait sens à l'époque de la guerre ou s'il y avait des difficultés économiques. C'était très utile. Donc à l'époque, c'était bien un mécanisme de survie, c'était une arme. Voilà. Sauf que le petit mouton noir de la famille, c'est celui qui va aller dire « Moi, je ne veux plus respecter cette règle. Elle ne nous sert à rien. » Le mouton noir, il est là pour faire évoluer les règles du clan. C'est pas une position facile, parce que du coup, il va se mettre un petit peu à l'écart du clan, mais c'est lui qui va avoir le recul pour dire « On fait ça, mais ça n'a plus de sens. » Donc il est capital que cette personne-là tienne. Et d'ailleurs, c'est souvent la personne qui va être le référent quand il se passe une merde dans la famille. C'est vers lui qu'on va revenir. On va dire, qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Comment on agit? Donc c'est vraiment des personnes qui vont souffrir parfois d'être mis un petit peu à l'écart. Mais dans les moments durs, ils vont être appelés. Donc on pourrait dire que le mouton noir, c'est cette personne qui finalement assure la survie également du clan en faisant une mise à jour Exactement. du logiciel famille. C'est ça, c'est un informaticien, t'as raison Foued. Ok. Oui, il installe des nouveaux programmes. Installer des nouveaux programmes en amenant de la nouveauté, en étant critique, Ouais. en étant un peu frondeur, si je puis dire. Oui, puis peut-être en ayant un esprit d'analyse, c'est-à-dire que voilà, on fonctionnait comme ça. En étant un peu, entre guillemets, fouille-merde, peut-être aussi un peu. C'est pas celui aussi qui va mouton lever noir, c'est souvent le des fouille-merde. tabous, des Oui. secrets de famille. C'est des exactement non-dits. ça. Ouais, c'est souvent le fouille-merde. Mais Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais oui, je vois mais l'idée. j'entends ce que tu Ouais. dis. T'entends le numéro 3. Mais ce qui se passe, c'est que sa position, souvent, il va pas en être conscient. C'est ça qui est important. Dans le transgénérationnel, c'est pas quelque chose qu'on va transmettre de façon consciente. Ouais, ok, je vois. On va pas le dire. Et ça va se faire tout seul, insidieusement. Et donc, du coup, c'est d'autant plus difficile quand on ne sait pas qu'on est le mouton noir parce qu'on peut vraiment se sentir rejeté. Oui. Parce qu'on fait pas partie du clan. D'ailleurs, et ils nous- utilisent souvent des phrases, on les reconnaît tout de suite. Exactement. Je sais pas ce que je fous dans cette famille. Voilà. J'ai de toute été façon, adopté. J'ai été adopté, on me comprend pas, je suis pas d'accord avec leur façon de faire, etc. C'est etc. ça, je Mais m'en fous. Mais alors que cette personne, et vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être des moutons noirs, vous êtes mais complètement utiles. Et vous êtes peut-être même les plus utiles. Exactement. Les plus modernes. Ah oui. Parce que c'est grâce à vous que finalement le clan va pouvoir survivre. Ouais, exactement. S'adapter. Parce que si le clan n'évolue pas, ne s'adapte pas, Gaël, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si un arbre fait Le quoi? risque, c'est que la branche là de l'arbre s'éteigne. Pourrisse, c'est Ouais. la branche qui pourrit. C'est qui- un des risques, ouais. Ouais. Mais c'est rare, il y a tout le temps un mouton noir. Toujours. Non, il y a toujours beaucoup de moutons noirs. Parce qu'il en faut quand même beaucoup pour que les lois changent. Oui, dans certaines familles, il y a beaucoup de moutons noirs, et Oui. dans d'autres, il y en a un seul, et le pauvre, c'est compliqué. C'est ça. Donc en tout cas, c'est passionnant. Et alors, un mouton noir qui ne prend pas conscience qu'il est mouton noir, il est dans sa souffrance, dans son ressenti de rejet. Oui. Mais c'est un peu le principe de tous les mécanismes en transgénérationnel. Le but du jeu, quand on va travailler là-dessus, c'est déjà d'en prendre conscience. Prendre conscience que ce comportement-là, on l'a pas vraiment par choix, mais parce que eh bien, le transgène nous l'a transmis. Et qu'on va utiliser ce mécanisme-là parce qu'on nous l'a transmis. C'est important parce que ça peut toucher nos relations amoureuses, ça peut toucher notre travail, nos amitiés, nos passions, ça touche un peu tout. Et c'est hyper important. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression d'être libre dans des tas de choses, et le transgène nous montre que c'est pas aussi simple que ça. On n'est pas libre dans tout ce qu'on fait. Ouais, Michel, qu'en penses-tu? Sommes-nous vraiment libres de nos comportements? Est-ce qu'on peut agir exactement comme on veut? Est-ce qu'on pense réellement être maître de nos choix, de nos décisions? Est-ce qu'on se conformerait pas finalement un petit peu comme cette dame qui se lève quand ça sonne
aux besoins de la société, à la bien-pensance. Alors que Il y a parfois toutes ces nous règles. sommes fiers d'être indépendants, modernes, forts, alors qu'on ne connaît même pas nos grands-parents parfois ou nos arrière-grands-parents, il se pourrait qu'on reproduise exactement ce qu'ils ont vécu à l'époque. C'est ça, Gaël? Exactement. Alors qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On les a jamais rencontrés. On peut ne les avoir jamais rencontrés. Ou les avoir rencontrés mais ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Et alors comment on pourrait faire ces liens avec ces aïeux que nous n'avons pas connus? Parce que l'idée c'est quoi? C'est de continuer à répéter, ou c'est de s'adapter en changeant des comportements? L'idée, c'est déjà de mettre en lumière le comportement, parce qu'on n'a pas forcément conscience. Donc prendre conscience, c'est la clé Exactement. dans toute thérapie. Bah, Chaque semaine on vous exactement. parle de la même chose, hein. Prendre conscience. Prendre Voilà. conscience, Michel, c'est quoi? C'est mettre la lumière, c'est mettre de la ça- conscience dans l'inconscient, c'est quoi? C'est regarder et c'est faire l'analyse de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que, quand je suis dans cette situation-là, oui, ça dégage une émotion, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller? Qu'est-ce qu'elle vient travailler? Qu'est-ce qu'elle vient, tu sais, un petit peu titiller comme ça pour, voilà. Ça, c'est le premier travail qu'il y a à faire, c'est de se dire, attends, et puis est-ce que je suis OK avec ce truc-là ou pas, finalement? Ah ouais, est-ce que ça m'appartient à moi ou pas d'être colérique? Alors, moi qui expérimentais, hein, j'ai eu la chance donc de participer à tes séminaires, Gaël. Tu nous demandes de faire un exercice qui est passionnant. Tu nous demandes en 2 minutes, et c'est ce que moi j'utilise souvent avec mes patients, tu nous demandes en 2 minutes de dessiner notre arbre. Et alors c'est Exactement. incroyable. Au bout de 2 minutes, déjà, toutes les informations qu'on peut réceptionner rien qu'en regardant la façon dont on a dessiné notre arbre. C'est ça? Tout à fait. En fait, je demande de dessiner un arbre en 2 minutes. C'est un arbre qui est hyper intuitif. Évidemment, en 2 minutes, j'ai bien conscience que personne n'est capable de dessiner tout son arbre généalogique. C'est pas possible. Donc, 2 minutes, on pourrait le faire en 3 ou en 1, hein, c'est pas important. L'important, c'est de donner une notion de temps qui fait que l'inconscient va être obligé de faire des choix. Et ces choix-là sont importants. Cet exercice est d'autant plus intéressant que avant l'exercice d'arbre, on va demander au patient qu'est-ce que vous voulez demander à votre arbre. Et il va lui poser une question. Pourquoi j'ai mal au genou? Pourquoi j'arrête pas de répéter ce comportement-là? Pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfant? Je ne sais pas, sa problématique du moment. Et le dessin qu'il va nous faire en 2 minutes, il va changer en fonction de la question qu'on va lui poser. Et ça va nous donner des tas de réponses. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce que le patient a dessiné, mais le plus intéressant, c'est de voir ce qu'il n'a pas dessiné. Tout ce qu'il veut cacher. Parce que tous les mécanismes transgénérationnels vont fonctionner grosso modo de la même manière. Il y a eu un drame familial, quelque chose qu'on n'a pas pu résoudre, une situation face à laquelle on n'a pas trouvé de solution, on n'a ni pu fuir, ni pu attaquer, ni réagir, et du coup ça va s'inscrire. D'accord? Le premier qui a parlé d'ailleurs de transgénérationnel, c'était Jung, Carl Gustav Jung, qui disait « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et du coup, ce drame-là, la famille va en créer une forme de honte, c'est-à-dire qu'on va pas beaucoup en parler, on va le cacher, ou on va le réécrire de façon un petit peu différente. Vous savez, c'est ces histoires dont on parle au repas de famille, là c'était Pâques, il y a quelques jours, où on va raconter tous les ans la même histoire, sauf qu'il y a des petits détails qui changent tous les ans. Notre arrière-arrière-grand-père, il avait sauvé 4 personnes, puis finalement c'était 5. Et puis il y en avait un petit qui avait 2 ans, et puis à chaque fois on va rajouter un petit détail. Toutes ces histoires familiales qui deviennent des vérités à force de les raconter, et en fait c'est souvent pour cacher quelque chose. Ouais, donc plus c'est répété, plus C'est c'est ça. romancé, plus vous les moutons noirs, vous devriez vous poser des questions. Exactement. Et toute cette honte, cet amalgame va s'exprimer quelque part, par un symptôme, par un comportement, et c'est ça qu'on va aller chercher en transgé. Et donc, quand on va étudier l'arbre qui va être réalisé en 2 minutes, c'est intéressant de voir ce que le patient a dessiné, mais c'est très intéressant de voir ce qu'il n'a pas dessiné.
Et alors moi je me souviens quand tu as commencé à analyser les différents arbres des participants à cet atelier, c'était rigolo parce qu'il y avait ceux qui avaient oublié de dessiner leur enfant, ceux qui avaient oublié systématiquement de dessiner les maris, les conjoints, ceux qui avaient dessiné qu'une seule branche, que la famille de maman, mais alors certainement pas la famille de papa. Et Pascal qui nous a dessiné un super bel arbre sur son téléphone. Je sais pas ce qu'il pourrait encore imaginer. Alors je comprends pas, il a dessiné des souris sur son arbre. Ça, c'est encore autre chose. Je sais pas, il est parti chercher de la peinture verte tout à l'heure, il me fait peur. Et donc c'est passionnant de voir voilà les oublis dans l'arbre, ça nous donne tellement d'indications et puis pour les thérapeutes qui ont l'habitude de travailler sur l'information, c'est un outil qui est assez incroyable et donc je sais pas quoi dire Gaël si ce n'est qu'encourager les gens à dessiner leur arbre ou aller voir des gens qui sont spécialisés dans le transgénérationnel pour les aider à découvrir leur arbre. Pourquoi ? Tout seul, c'est très compliqué en vrai. Enfin, je trouve qu'on a vraiment beaucoup, c'est pour que n'importe quelle thérapie, souvent on a du mal à avoir le recul pour soi-même. Donc, aller voir quelqu'un qui maîtrise les outils, oui, c'est très intéressant parce que lui aura ce recul de vous dire, ah, tu vois là ce que tu as fait ? Ce qui est très intéressant, Fouette, tu l'as expérimenté pendant ce petit séjour là, mais la personne, la première fois, va pouvoir avoir la réaction de « Oui, mais j'ai fait ça parce que j'avais pas le temps. Oui, il y a beaucoup de « oui, mais ». J'avais pas de place, mais c'était pas le problème, c'était pas le sujet. » Et en général, on veut dire « Pas de problème. » On le note. Alors, il va le noter. Et puis, on lui redonne quelques consignes et on refait exactement le même exercice. Peut-être 10 minutes après. Et il va nous refaire exactement la même, entre guillemets, erreur. Et là, il pourra pas dire « Oui, mais j'ai pas le temps » parce qu'on venait d'en parler pendant 10 minutes de ce truc. Et il va nous le refaire. Donc ça veut bien dire que son inconscient nous cache quelque chose ou en tout cas ne veut pas qu'on déterre quelque chose. Donc l'inconscient, comme souvent, sait, mais le conscient ne sait pas. C'est un peu ça, hein, Michel. Ah c'est exactement ça. Hein, Et on s'en rend pas compte, mais on passe clairement 95% de notre journée, voire des fois 98 ou 99% en mode inconscient. On s'en rend pas compte. Hein. C'est bien souvent que du mode automatique. Et c'est un phénomène qui est bien connu en PNL ou en hypnose, enfin, qu'on connaît très bien. On s'en rend pas compte, en fait. Et c'est bien la preuve que la première fois, je te dis oui, mais je recommence 10 minutes après et je fais la même chose. C'est bien qu'il y a un truc derrière qui, voilà, soit qu'on essaie de cacher, soit de communiquer peut-être même, parce que ça peut être ça aussi dans les deux cas. Mais là, il est temps à un moment donné de se poser les bonnes questions, de se dire, peut-être qu'il a raison finalement. Tant qu'on n'a pas la prise de conscience, non. Ça peut pas aller. Donc toi, Gaël, au travers du transgénérationnel, tu aides énormément de gens, des centaines de gens, des milliers de gens peut-être chaque année, à prendre conscience de quelque chose qui peut être caché ou qui n'était pas adapté, ou je sais pas comment on peut dire, qui n'était pas réglé dans un système familial, dans un système de clan, et qui pourrait nous impacter aujourd'hui, qui pourrait nous empêcher quoi, d'aller bien, qui pourrait nous empêcher d'être en bonne santé. Après, on s'adapte aux patients, mais bon, déjà, il y a des transmissions qui sont très positives, même dans les faits. On les garde, hein. Bien sûr. Voilà. Oui, C'est comment on vit les choses qui est important. L'important, c'est que le patient puisse prendre conscience que certains de ses comportements, viennent de plus haut, et par la prise de conscience, ensuite, il peut avoir le choix. Soit je conserve ce comportement-là parce que il me convient, soit je comprends qu'il ne m'appartient pas, et alors j'ai le choix de l'abandonner pour un autre. Et ça peut aller très vite. Ah, ça peut être de la seconde à l'autre. Parfois, quand il y a une vraie prise de conscience sur quelque chose, c'est on-off. Et c'est là où on voit les gens se transformer. Complètement. On est d'accord. Ouais. C'est impressionnant. Et même dans des pathologies physiques. Est-ce que tu as un exemple à nous donner ? Je peux vous donner mon exemple si vous voulez. Comment je suis arrivé à travailler aussi là-dessus. Oui. Je faisais beaucoup de sport. J'en fais encore un petit peu. Et à 21 ans, j'étais étudiant en kiné. Et le sport qui me permettait de continuer un petit peu ma passion, c'était de courir. Parce que ça prend pas beaucoup de temps. Et du jour au lendemain, impossible de poser le pied gauche par terre. Dès que je courais, mon genou se bloquait. Et c'était vraiment, dès que je courais dans la vie quotidienne, je n'avais jamais mal au genou, il n'y avait pas de problème. Vous pensez bien qu'étudiant kiné, j'avais accès à des tas de trucs, des tas de thérapeutes, des machins. J'ai vu tout le monde, j'ai fait des IRM, tout ce qui pouvait se faire en imagerie. Je n'avais rien. Ma solution, c'était d'arrêter de courir, c'était assez simple, j'avais plus mal. Donc, répétons. Donc, on est d'accord, tu n'avais pas mal au genou. Lorsque Non. tu marchais, tu étais assis, tu n'avais pas mal au genou. Exactement. Dès que tu commences à courir, Au bout de 300-400 mètres, douleur au genou. Si j'insistais, je peux tu plus poser cours la après pierre. ton bus 10 mètres, 20 mètres, ça n'a pas de problème.
Tu cours 300-400 mètres. Ouais, c'est très rapidement. D'accord. Voilà. Et puis bon, j'arrête de courir, c'est pas grave. Quelques mois plus tard, au cours d'un repas de famille, c'est souvent comme ça qu'on apprend les Il se choses. passe des choses pendant les repas de famille. Écoutez les repas de famille. Preuve qu'il n'y a jamais de hasard, d'ailleurs. Oui. J'entends mon père raconter une histoire de son grand-père paternel, dont je n'avais jamais entendu parler. Et à la fin de son histoire, il raconte que les autres enfants du village se moquaient de lui parce qu'il boitait. Alors moi, j'avais ma petite oreille qui traînait et je lui dis « Ah bon? Il boitait? Ah bah oui, tu sais. Le tu sais, vous savez, on est censé tout savoir de la famille. On le dit jamais, mais tu sais. » Non, mais bon, je ne connaissais même pas son existence, je ne savais même pas que tu l'avais connu. Tu sais, il avait une jambe de bois. Ah. Et du coup, j'ai été chercher plus loin, lui n'en savait pas trop plus, et j'ai appris que mon arrière-grand-père paternel, petit détail, je porte son prénom en troisième prénom, il est dans sa fratrie numéro 2 et je suis numéro 2 dans ma fratrie. Mon arrière-grand-père paternel, donc, il travaillait au chemin de fer français à l'époque, et on ne sait pas trop comment. En tout cas, il avait dû récupérer un outil, il s'est mis à courir le long de la voie ferrée, le train est passé, tombé, et la jambe a été coupée au niveau du genou. Le genou gauche, et bien sûr, il avait quel âge? 21 ans. Tout à fait. Il avait 21 ans. L'âge auquel moi, je tu as n'ai plus été en capacité de courir. Incroyable. Donc c'était le même genou, le même âge, nous portions le même prénom, alors pas à la même place, mais le même prénom, et nous avions La même place dans dans notre la fratrie. Voilà, ça c'est important de comprendre. Ce sont des lois, ça, hein, des Ce lois de sont des transmission. lois. Ouais. C'est important de comprendre que c'est pas parce que vous avez une chose similaire à un de vos d'aïeuls, que vous allez être complètement directement en lien transgé. Le hasard existe aussi, il y a plein de choses qui peuvent se répéter. Là, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs choses. Et là, on a vraiment le cas d'école. Et je vais aller plus loin. Le lendemain, je suis allé courir. Je n'ai plus jamais eu mal au genou gauche de ma vie. J'avais quand même encore une petite gêne de temps en temps, qui ne m'empêchait pas de courir, mais voilà. Et quand j'ai plus tard étudié vraiment le transgé, j'ai réalisé mon arbre. Et je me suis rendu compte que cet arrière-grand-père a eu plusieurs enfants. Son numéro 2 portait le même prénom. Incroyable. Et il est mort en Indochine. Il a marché sur une mine à 21 ans. Ah, c'est incroyable. Et donc là, on peut voir qu'il y a vraiment la répétition et que 3 générations plus tard, 4 générations plus tard, ça se matérialise. C'est-à-dire que moi, mon grand-père mon arrière-grand-père, a failli mourir parce que c'était quand même un accident grave. La transmission, c'était si tu n'es plus en capacité de courir, tu ne seras pas dans un danger. Donc dans ma vie, il était préférable de ne pas être capable de courir plutôt que de risquer de couper ma jambe. Donc là, on voit que la transmission, elle était positive. Évidemment que moi, je ne le vivais pas positivement parce que dans mon environnement à moi, Mais ça pouvait potentiellement assurer ta survie. exactement. Voilà un exemple où là, c'est du on-off. Eh ben dis donc, c'est passionnant tout ça. C'est incroyable. Et c'est tellement vrai. Il y a tellement de choses à aborder. Alors, on va pas se mentir. On va pas se cacher. C'est tellement passionnant. Et Moi, on je est pense loin que d'avoir oui, c'est abordé ça. tout ce qu'on voulait aborder. Gaël, je pense que tu as tellement de choses à nous raconter. Tellement Moi, je de choses à valide. nous dire. Moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. C'est que, Gaël, tu reviens. Et on se fait une deuxième émission dans laquelle tu vas vraiment nous donner des cas concrets, des outils, des choses qui vont parler à nos auditeurs, qui vont peut-être même leur donner envie d'aller faire leur arbre, d'aller voir des professionnels qui travaillent avec le transgénérationnel, de faire quoi? Le nettoyage, la libération de leur arbre, comment on peut dire ça? La prise de conscience de ce qui leur appartient et ce qui leur appartient pas. Donc d'aller prendre conscience pour ensuite avoir le choix Le choix. de rester en loyauté et de continuer à reproduire des choses ou à Mettre sortir à du jour. truc. Mettre à jour. Ouais, faire la mise à jour. C'est pas mal du tout ça. Hein. Moi, ça me va. Écoute, je te propose même qu'on le fasse à la prochaine émission. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben on va faire ça avec grand plaisir. Gaël, tu es d'accord? Ça te va? Je valide. Adjugé vendu. Vendu. Eh ben en attendant les amis, Passez une bonne soirée. n'hésitez pas à faire des repas de famille. N'hésitez pas à inviter Pascal parce que Il y a est toujours très plein de choses à agréable. dire, Ouais, il a c'est toujours vrai. plein de choses à dire. Voilà. Prenez soin de vos souris, de vos moutons noirs. Nettoyez-les de temps en temps. Allez chercher ce qui est caché. Et passez une bonne soirée.
Et à bientôt. Et à bientôt les amis. Au Bye revoir. bye. Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions dans votre émission Bien-être et vous. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous.